The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mardi 5 septembre 2017. Il est un peu plus de 9 heures, alors on va commencer tout de suite par l'avertissement les gars sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit, service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Petit bilan de la séance américaine d'hier et de la séance asiatique ce matin. Alors on a le DXY, comme on peut voir, qui a pris du terrain. On a toujours ce rééquilibrage du marché au niveau des bancaires au détriment des technologiques. Au vu de la réforme fiscale. La réforme fiscale, à qui va-t-elle le plus profiter? Elle va profiter le plus aux bancaires qui sont sous pression à cause de la réglementation financière. Donc déjà Jérôme Powell qui a annoncé qu'il allait revoir la réglementation financière qui a été mise en place après la crise des subprimes. Déjà, c'est entre guillemets pour le secteur bancaire une bonne nouvelle. Et en plus de ça, cette réforme fiscale va permettre de booster les profits de toutes les entreprises américaines, mais en partie les bancaires. Voilà, donc on a un rééquilibrage du marché, le Dow Jones, on peut voir qui superforme le Nasdaq depuis la semaine dernière, et donc on va voir ça dans un petit instant sur un graphique. Le S&P, lui, reste à l'équilibre, forcément, hein, il est assez diversifié, donc euh, le rééquilibrage se compense sur le S&P, étant donné que le Dow Jones est un peu plus, c'est l'indice, disons, américain qui est sans doute le plus exposé au secteur bancaire. Et le Nasdaq, comme vous savez, c'est l'indice technologique. L'indice technologique, après dedans, on retrouve quand même quelques fintech, des biotech, informatique, internet, etc., etc. Voilà, c'est assez large comme indice technologique. Les rendements américains ont baissé de 5 points de base, ce qui montre que le marché s'est quand même couvert à acheter des obligations américaines. Le yen index perd du terrain ce matin, le gold est à l'équilibre, le Nikkei, le Hang Seng, le MSCI Pacifique baisse. Voilà, donc ça donne plutôt un opinion baissier. On aura peut-être une super-performance encore du secteur bancaire sur le marché européen, mais concrètement, ça devrait plutôt être une séance de prise de bénéfices. Le calendrier économique de la journée. Alors on a eu la RBA qui s'est exprimée cette nuit. La RBA, qu'est-ce qu'elle a dit? Alors déjà taux qui sont maintenus inchangés à ses plus bas historiques à 1,5%, comme ce qu'anticipait le consensus. Et dans son communiqué, elle a annoncé d'attendre que la croissance progresse aux alentours des 3% et qu'elle reste assez, euh, qu'elle s'attend qu'elle s'attend à une baisse de la consommation des ménages. Ou en tout cas, elle prévient qu'il y aura peut-être une baisse de la consommation des ménages et c'est ce qu'elle essaye d'éviter. Voilà, sinon ça va ralentir la croissance. Voilà, donc plutôt un communiqué, j'ai envie de dire, dovish. En tout cas, il était loin d'être hawkish. Donc voilà, RAUD, on a eu un petit rebond, mais rien de très très important. L'AUD, ça reste une devise qui, selon moi, est à vendre pour le moment. Voilà. Sinon, pour la journée, nous aurons les ventes au détail de la zone euro qui sera une annonce importante qui sera publiée à 11 heures. Et enfin, à 14h30, la balance commerciale américaine. La balance commerciale qui est extrêmement suivie, étant donné que, eh bien, balance commerciale, vous savez que les États-Unis, c'est le premier consommateur mondial. Donc forcément, si on a une balance commerciale qui se creuse, c'est bon pour le commerce extérieur. Et à l'inverse, si on a une balance commerciale qui se réduit, alors ça peut être pour deux signes, soit parce que la consommation diminue, ou soit parce que la production à l'intérieur du pays augmente et est moins exportée parce qu'elle est consommée à l'intérieur du pays. Voilà, donc il y a plusieurs raisons qui justifieraient la balance, un déficit ou une amélioration de la balance commerciale, et c'est quand même assez suivi. Alors ça va pas être l'équivalent du NFP de vendredi, mais voilà, ça va être une information qui va être assez importante. Et ensuite, nous aurons à 16 heures l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Voilà. Au niveau de la Chine, pardon, on a eu cette nuit des statistiques qui étaient plutôt bonnes. Vous voyez qu'on a eu une amélioration de l'indice PMI service et composite Kexin, 51,6 contre 51 pour le composite, et le service 51,9 contre 51,2. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'économie mondiale.
Dès que la Chine va bien, en général, l'économie mondiale va quand même assez bien. Alors, on passe à la plateforme. Je voulais vous faire voir un petit peu ce rééquilibrage du marché entre le bancaire et technologique. Alors, en bleu, nous avons l'indice technologique Nasdaq et en chandelier classique en vert et rouge, comme vous pouvez le constater, c'est le Dow Jones. Et on peut voir que voilà, ce rééquilibrage, depuis qu'on a cette fameuse réforme fiscale qui arrive de plus en plus à terme d'être ratifiée, eh bien, on a ce rééquilibrage. Les bancaires baissent, on a des prises de bénéfices sur les bancaires et sur les technos, pardon, et sur les bancaires, on a cette hausse. Voilà. Alors, est-ce que c'est un signe pour vendre les technologiques? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est juste un rééquilibrage dans les portefeuilles et les technos, ça reste quand même un secteur qui est l'un des plus importants à Wall Street, qui justifie la hausse de Wall Street et qui tire Wall Street vers le haut, que ce soit sur une longue durée. Parce que les bancaires, certes, ils superforment à court terme. Maintenant, sur du moyen terme, en 2017, c'était pas forcément le secteur à payer. Voilà. En tout cas, il y avait beaucoup mieux. Et ce qui était mieux, c'était les technos. Voilà. Donc, moi, je reste confiant sur les technos. On a ce petit rééquilibrage qui occure de temps en temps. Et celui-là est totalement justifié. Maintenant, voilà, je ne pense pas que ça remet en cause la tendance haussière du Nasdaq. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus. Au contraire, ça va nous permettre peut-être de trouver des points d'entrée sur le Nasdaq. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement sur le Nasdaq, c'est déjà, on a ce retour sur la moyenne mobile à 50 jours, qui, comme vous pouvez le voir, n'a pas été traversé depuis, bon, on va compter ce moment-là, depuis le 26 septembre. Là, on a eu le signal haussier. Cette fameuse 50 jours donne un signal haussier sur Wall Street. À long terme, vous pouvez utiliser à 200 jours, qui est encore meilleur. À 200 jours, dès qu'on a le croisement à la hausse, ça peut donner un signal. Voilà. Donc, alors ce qu'on peut faire également, voilà, on a ça et voilà. On va avoir deux contrastes. Voilà. Dès qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, on a déjà un vert et enfin vert ou rouge évidemment. Et encore une fois, par rapport à la moyenne mobile à 50 jours, on va avoir un remplissage. Donc dès qu'on aura un vert foncé, c'est-à-dire que le momentum sera important et qu'il évolue au-dessus de la moyenne mobile à 250 jours. Et dès qu'on est dans le rouge, il peut évoluer au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, mais en dessous de la 50. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas comment mettre un remplissage, c'est tout simple. Vous avez juste à cliquer sur ajouter un remplissage. Souvent, ça le fait de façon automatique. Pour Altam est quand même une plateforme assez comment dire approfondie, donc ça le fait de façon automatique. Mais si vous voulez paramétrer, vous avez juste à sélectionner si le prix est au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile à 1, alors vous choisissez pardon le remplissage. Mince. Voilà, donc déjà on a cette moyenne mobile à 50 jours qui pourrait donner un signal d'achat. Et ensuite nous aurons l'idéal, je préfère l'annoncer, l'idéal à moyen long terme, même à long terme, c'est un test de cette mobile à 200 jours. Si on a un test de cette moyenne mobile à 200 jours, ça serait particulièrement intéressant. Sur Wall Street, sur le dos, c'est pareil. Vous voyez que la 50 jours, elle donne un signal d'achat. Vous voyez qu'ici, elle a été cassée le 10 septembre. Sur le Nasdaq, ça a été cassé le 27 septembre. Vous voyez, en fait, ça a été cassé le 29 août et ensuite on est reparti. Et le S&P, qui est un peu plus diversifié, le 30 août. Vous voyez, donc les technos, en fin de compte, on a eu le signal haussier en premier sur les technos, ensuite sur le S&P, enfin sur le Dow Jones. Voilà, donc les technos, ils ont quand même un peu plus d'avance, peut-être plus à court terme, mais à moyen long terme, en tout cas, c'est ce que nous prouve l'historique des cours. Donc voilà, disons que le S&P est quand même n'est pas proche de sa moyenne mobile à 50 jours, donc à la rigueur, pour une stratégie acheteuse, il faudrait que le S&P et soit le Nasdaq ou le Dow Jones coïncident avec leur moyenne mobile à 50 jours. Si on a le S&P qui a la moyenne mobile à 50 jours, plus le Nasdaq qui a la moyenne mobile à 50 jours, ça sera un signal opportun pour passer à l'achat. Pourquoi? Parce que les institutionnels, bon, ils ne le disent pas ouvertement, mais les deux moyennes qu'ils utilisent le plus, de ce que nous savons, c'est la moyenne mobile à 200 et 50 jours. Voilà. Donc, étant donné que le S&P c'est peut-être l'un des actifs les plus suivis par les marchés actions dans le monde entier,
la moyenne mobile à 50 et 200 jours sont des niveaux où le cours réagit particulièrement. Et étant donné que c'est un indice, ensuite, on a des actions qui sont dans le S&P qu'on retrouve dans le Nasdaq. Donc forcément, si le S&P est à moyenne mobile à 50 jours, on devrait avoir un support également, un Nasdaq qui devrait être supporté légèrement, ou un Dow Jones. Voilà. Donc le S&P, par exemple, s'il revient à moyenne mobile à 50 jours, c'est une opportunité d'achat également pour le Nasdaq ou le Dow Jones. À vous ensuite de regarder. Par exemple ici, le 15 novembre, on regarde sur le Nasdaq le 15 où on était. Vous voyez que le 15 novembre, on a fait le point bas. Et pourtant, on n'était pas à la moyenne mobile à 50 jours. Sur le Dow, le 15 novembre, on était le point bas également. Pourquoi? Ensuite, le cours a rebondi, parce que là, le Dow Jones, il est un petit peu au milieu de nulle part, tout comme le Nasdaq, parce que le S&P était, on va dire, au contact, proche, en tout cas très proche, de sa moyenne mobile à 50 jours. Voilà. Donc c'est une moyenne mobile à surveiller sur le S&P, qui a un impact, je dirais, sur la plupart des indices américains. Alors, bonjour à vous Frédéric, bonjour Raymond, Sian que je salue également, Didier, j'espère que vous allez bien, Emmanuel, Birama, voilà, bonjour à vous, François, alors François, bonjour Quentin, désolé en retard, pas de souci, S&P 500 divergence, RSI en formation journalière. Alors on a des divergences qui se forment en effet sur Wall Street. Maintenant, bon, on a eu des divergences, ça fait quand même pas mal de temps qu'on a des divergences, donc pour ceux qui n'arrivent pas à la voir cette divergence, pour ceux qui ne savent pas, une divergence c'est lorsque ça diverge, donc on a un momentum qui est baissier, qui marque des points hauts de plus en plus bas, alors que le prix marque des points hauts de plus en plus hauts. Donc là, on a une divergence entre le prix et le momentum. Et nous savons que d'après la théorie, en tout cas, le momentum anticipe l'action du prix, est précoce à l'action du prix. Donc c'est celui-là qu'il faut suivre de manière générale. Donc oui, on a cette divergence, tout comme on l'avait ici. Vous voyez, tout comme on l'avait ici, et pourtant, j'ai envie de dire, elle n'a pas eu d'effet. Donc oui, on a une divergence. On a une divergence également sur l'hebdomadaire, il me semble. C'est moi. Alors non, pas sur l'hebdomadaire, ou en tout cas pas sur le S&P. Wall Street, non. Ah oui, si c'était là, regardez. Là, on avait une divergence baissière. Vous voyez que on avait une légère divergence baissière. Et pourtant, elle n'a pas été validée. Voilà, donc j'ai envie de dire, oui, on a cette divergence. Est-ce que il faut s'inquiéter? Moi, je ne pense pas. Parce que tout simplement, on est encore très loin d'une validation. Elles sont présentes depuis maintenant pas mal de temps. Donc certes, ça veut dire qu'en cas de validation, ça fera assez mal, parce que le signal aurait été donné depuis assez longtemps. Donc plus le signal est long et de manière générale, plus le mouvement qui suit le breakout est important. Donc oui, on a ces divergences, mais personnellement, je ne m'inquiète pas plus que cela. Tant que le cours reste au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, tant qu'on n'a pas la divergence qui est validée, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à craindre. Voilà. Maintenant, si on a une cassure de la moyenne mobile à 50 jours et que la divergence est validée, c'est-à-dire qu'on a une cassure de 50, dans ce cas-là, il faudra se poser des questions sur les stratégies acheteuses. Et le pire, là où on pourra vraiment shorter, c'est si le cours casse cette 200 jours. Là, ça sera un fort signal baissier. Parce que la dernière fois que le cours a clôturé en dessous de cette moyenne mobile à 200 jours, c'était pendant cette consolidation de fin 2015, début 2016, fin 2015, non, deuxième moitié 2016, fin 2015, pardon. Ça avait duré 6 mois, il me semble. Alors laissez-moi regarder. Il me semble que c'était 6 mois. Voilà, vous voyez, deuxième semestre 2015, début 2016. Ça avait duré 6 mois et là c'était une consolidation. C'était pas vraiment un short, hein, mais on avait quand même des stratégies. Enfin, on pouvait mettre des stratégies vendeuses en place. Il y avait quand même des moins 10 hein, qui s'offraient à nous. Voilà. Donc concrètement, la cassure de la moyenne mobile à 50 jours, c'est déjà la frontière pour les positions acheteuses. C'est-à-dire que tant qu'on reste au-dessus, il n'y a pas de raison de vendre le S&P pour le moment. Ou en tout cas, on peut essayer d'anticiper, de deviner. Mais pour moi, tant qu'on reste au-dessus et qu'on vend, c'est assez risqué et c'est un petit peu le jeu de la devinette. Maintenant, si on casse la moyenne mobile 50 jours, ça sera un premier signal vendeur. Si on a la divergence, ça sera un deuxième signal vendeur.
Et si on a la moyenne mobile à 200 jours, ça sera le troisième signal. Et là, dans ce cas-là, il y aura vraiment tous les feux verts pour vendre le S&P. Phil, bonjour Antin, MM250 en daily ou aussi en autre unité de temps. Alors, en journalier, c'est sûr. En journalier, c'est les plus utilisés, c'est ceux qui sont voilà, les plus utilisés. Moi, ce que je reproche un petit peu à cette plateforme ProAlta, même si honnêtement, elle est parfaite, la seule chose qui me manque là-dessus, c'est de pouvoir paramétrer par exemple une moyenne mobile à 200 jours sur un graphique horaire. Moi, j'aimerais bien le faire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, donc c'est pour ça que vous me voyez souvent avec avec des graphiques journaliers. Néanmoins, j'aimerais bien, par exemple, un peu être en 4 heures, par exemple, mais avoir toujours cette moyenne mobile journalière. Donc, dans une prochaine version, ça sera possible. Je sais que je me suis renseigné, ce sera possible. Maintenant, quand est-ce qu'elle sera en ligne, je ne sais pas. Alors, pour répondre à votre question, à 200 jours, oui. Est-ce que dans d'autres unités de temps, c'est utile? Alors, peut-être en 4 heures. Maintenant, plus vous allez dans des horizons de temps courts, moins elle sera efficace. Bonjour à tous les traders, nous dit Franck. Et bien écoutez, bonjour à vous, Franck. Donc voilà, Phil, j'espère avoir répondu à votre question. On passe au Forex, au vif du sujet. Alors non, on va continuer sur les indices, comme ça on est dedans. Alors les indices, je vais laisser sur remplissage juste pour ce point de marché, pour un peu que ça change. Peut-être qu'on va voir des choses que nous n'avions pas l'habitude de voir lors des précédents webinaire. Alors ce que j'aime bien avec ces remplissages, moi je ne les fais pas souvent parce que ça peut porter à confusion un petit peu, mais regardez par exemple ici, on est entre la moyenne mobile à 200 jours et 50 jours. Et vous voyez qu'on est entre le rouge et le vert, on varie. Et en fin de compte, ça matérialise très bien les moments de consolidation et les moments de momentum. Parfois, rajouter ce remplissage, je le fais hors webinaire, mais regardez ici, vous vous en souvenez que c'était le moment où fallait pas réellement acheter l'Eurostox. Ici, on avait ce plus 10% sur l'Eurostox. Et ici, on a cette consolidation qui matérialise l'attente du marché sur plusieurs sujets. La réforme fiscale américaine, sur les élections allemandes. Voilà. Voilà un petit peu. Donc ce remplissage, il peut être assez intéressant parfois de le mettre. Je ne dis pas tout le temps parce que tout le temps, honnêtement, c'est quand même lourd hein, sur un graphique. Donc je pense qu'on rate des informations. Mais voilà, de temps en temps, ça peut être intéressant. Bref, l'Eurostock, c'est en consolidation, comme on peut le voir entre le rouge et le vert, entre sa moyenne mobile à 50 et 200 jours. En swing trading, la stratégie, c'est vraiment de payer la moyenne mobile à 200 jours. En intermédiaire, on a cette oblique haussière qui vient chercher tous les points bas depuis le référendum italien, tous les plus bas de prix de clôture, pardon. Et vous voyez que là, on a un parfait rebond. On avait une clôture hier sur ce niveau, et ce matin, on a un rebond dessus. Voilà, donc, comme je l'ai dit la semaine dernière ou hier, je ne me souviens plus exactement, là, hier, nous avions le même signal haussier, et ce matin également, que ce qu'on avait au début du mois de novembre et qu'on avait loupé. C'est-à-dire la moyenne mobile à 200 jours plus l'oblique haussière. Voilà, donc là on a un niveau de, j'ai envie de dire, un niveau de prix qui est intéressant, niveau de prix technique, outre les risques et opportunités qui sont les mêmes, hein, ni plus ni moins. Hein, la coalition allemande, la formation d'une coalition allemande, c'est tant une menace qu'une opportunité. Ça reste une menace tant qu'elle n'est pas faite. Ça serait une opportunité dès qu'elle sera annoncée. La réforme fiscale, l'attente de la réforme de la ratification finale est une menace. Le passage est une opportunité. Donc tout ce qui est les menaces actuelles, la Catalogne également, c'est tant une menace qu'une opportunité. Voilà. Maintenant après en termes de timing, l'idéal c'est d'anticiper au mieux. Donc c'est faut pas trop non plus anticiper. Moi je pense qu'honnêtement cette moyenne mobile de 100 jours se paye. Pourquoi? Parce que déjà c'est une moyenne mobile de long terme qui est intéressante pour passer à l'achat. D'un point de vue de Fibo, ça correspond à environ 50% et on est proche de cette oblique haussière de long terme qui est en place depuis un an. Voilà. Donc pour moi, les 3550, en gros, 3550, ça se paye. Donc consolidation sur l'Eurostox à court terme. Swing trading, concrètement, la stratégie en swing trading, c'est celle-ci. On vient viser à moyenne mobile à 50 jours. Alors peut-être éviter les positions shorteuses parce que ça peut partir d'un moment ou à un autre. Mais en tout cas, sinon, à long terme, c'est viser. À moyen long terme, c'est viser les 3007. Je ne pense pas que les 3007 seront atteints avant la fin de l'année. À part si
on a aujourd'hui ou demain, enfin cette semaine par exemple, la ratification finale de la réforme fiscale américaine et la formation de la coalition allemande. Là, dans ce cas-là, oui, on ira chercher les 3007 assez rapidement. Je dirais qu'en 2 semaines, c'est atteint. Maintenant, tant que ces sujets restent, restent en, comment dire, sans réel, sans que ce soit bouclé, j'ai envie de dire, le marché va consolider. Voilà. Donc, l'Eurostoxx, consolidation. Le CAC, c'est pareil, entre un mois immobilier à 200 et 50 jours. Néanmoins, le CAC, comme vous le savez, a une pondération un peu plus importante sur le secteur bancaire. Donc, c'est l'indice de la zone euro qui, à court terme, depuis, j'ai envie de dire, la mi-novembre, superforme. Tout comme le Dow Jones face au Nasdaq. Bien sûr, on compare le CAC face à l'Eurostoxx ou face au DAX. Alors, on va regarder ça ensemble. Pour faire plus simple, on va se mettre là-dessus. Regardez par exemple sur un mois. Sur un mois, en bleu, nous avons le Dow. Enfin, même pas sur un mois, parce que le Dow Jones ne superforme pas depuis un mois. Vous voyez qu'il superforme depuis environ le 28 novembre. 28, donc on va mettre depuis 5 jours. Ouais, depuis, on va mettre, en fait, ce serait bien de mettre 2 semaines. Alors 2 semaines, donc on va mettre 4, 27, on va mettre le 27 novembre. 27, même le 20. Voilà, le 20. Voilà, on est un peu pro 20 et vous voyez qu'on a réellement une sous-performance du Nasdaq face au Dow. Le Dow prend près de 4%, le Nasdaq en perd 1. Si on fait le CAC 40, CAC 40 face, on va mettre le DAX. Alors attention, le DAX, il a ses dividendes intégrés au prix. Donc là, même avec les dividendes, le DAX fait la même chose que le CAC. Mais si on enlève le DAX et on met plutôt l'Eurostoxx, parce que forcément, il y a un indice devant nous, le CAC, qui a pas ses dividendes, et le DAX qui a ses dividendes. Donc, la comparaison est un petit peu faussée. FX1, voilà. Ah, je ne peux pas avoir les données intraday sur l'Eurostoxx 50. Alors bon, il y a pas, je n'ai pas accès en intraday sur l'Eurostoxx 50, c'est ça aussi les problèmes de TradingView. Bon, c'est pas grave. Simplement, voilà, comme ça vous savez, la pondération bancaire qui est la plus importante en zone euro, c'est sur le CAC 40. Donc forcément le CAC 40, on peut le voir qui est un peu plus haut que l'Eurostoxx 50. Forcément avec le DAX, c'est un petit peu faussé parce qu'on a les dividendes, mais vous voyez que même avec les dividendes, on peut voir que bon, le CAC avec dividendes, il est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, alors que le DAX ne l'est pas. Voilà. Enfin là, on peut pas dire que le CAC 40 avec dividendes est au-dessus, mais je le sais, donc je vous l'indique. Donc voilà. Donc voilà, en fait, tous les indices de la zone euro sont en consolidation, comme vous pouvez le constater, c'est un petit peu ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir également en termes de stratégie, c'est que sur l'Eurostoxx, moi j'aime bien l'Eurostoxx parce qu'il réagit assez bien en ce psychologique. Donc les 3150 qui coïncident également avec la moyenne mobile à 200 jours, qui est proche des 50% de retracement de Fibonacci de cette tendance haussière, qui est également proche de l'oblique haussière. Ça fait quand même 4 signaux. Plus un momentum qui est orienté à la hausse quand même. Eh bien, 3150, ça se paye. Voilà, tout simplement. Je pense que le risque en vaut la chandelle. En termes de timing, on est peut-être un petit peu trop tôt, au vu de la situation en Allemagne et la réforme fiscale, mais d'un point de vue technique, ça se justifie amplement. Objectif, la moyenne mobile à 50 jours, qui est actuellement, comme vous pouvez constater, aux alentours des 3600. Pour ceux qui sont un peu plus moyen long terme, pour ceux qui sont un peu plus patients, honnêtement, les 3700, ça se vise, voire même beaucoup plus haut. Pour moi, mon objectif Eurostoxx de long terme, c'est de revenir au sommet de 2015, qui était, il me semble, sommet de 2015, aux alentours des 3008. Donc, entre aujourd'hui et les 3008, on a une marge de progression d'environ 6-7%. Ce qui n'est pas négligeable. Avec un bon ratio risque-rendement, honnêtement, ça peut être intéressant. Personnellement, en termes de ratio risque-rendement, si j'avais un stop à placer, je le mettrais en dessous de la mèche. Si la mèche s'est arrêtée là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des acheteurs. Et regardez ici, cette mèche, ce plus bas,
c'est également là où le cours a rebondi à peu près, et également ici. Donc celui-là, c'est un plus bas depuis le 13 septembre. Donc si j'avais un stop à mettre, je le mettrais un petit peu en dessous de cette mèche. Voilà. Parce que si le cours vient en dessous, concrètement, on casserait tous les signaux qui justifieraient une hausse. Donc une baisse serait totalement justifiée. Et le stop serait totalement justifié d'être atteint, d'être touché. Donc voilà pour ce qui est des marchés actions. On a pris un petit peu de temps sur le marché actions ce matin. On passe sur le Forex. Excusez-moi pour ce petit temps. Donc sur le Forex, ça sert pas à grand chose de mettre des remplissages. Donc je vais les enlever. Quoique non, on va le laisser pour ce webinaire. On va laisser pour ce webinaire. Pour changer un petit peu. Le DXY, comme vous pouvez voir, eh bien, est dans une tendance baissière de fond, hein, comme vous le savez. Tant qu'on reste en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, on reste dans une tendance baissière. On est en plus, en ce moment, en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, donc on est clairement dans une tendance baissière. À très court terme, depuis la semaine dernière, on peut voir qu'on est en consolidation. Consolidation après les propos de Jérôme Powell et avant la réforme fiscale américaine, la ratification finale. Donc on a deux points d'interrogation sur ce DXY. Moi je pense que le cours va consolider, que le DXY va consolider comme cela jusqu'à la Fed qui aura lieu mercredi soir prochain. Donc mercredi 13. Oui, ça sera ici, mercredi 13. D'ailleurs, il y aura un webinaire spécial Fed le soir à 19h heure française, 19h heure anglaise, donc 20h heure française, excusez-moi. Donc nous verrons comment nous allons nous organiser avec l'équipe de DailyFX, mais nous ferons un live spécial, ça c'est sûr. Parce qu'il y aura une hausse des taux, normalement en décembre. Moi je pense que le marché va consolider comme cela, le DXY va consolider avant mercredi prochain. Donc la stratégie, c'est de payer le support et de vendre la résistance. Voilà, pour moi c'est, si j'avais une conviction à donner aujourd'hui, et pour les prochaines séances, si je ne devais en donner qu'une seule, ça serait celle-ci. Ça serait de payer le support du DXY et vendre la résistance. Cette information va nous donner des signaux clés pour les paires majeures, comme par exemple l'euro-dollar. L'euro-dollar, on sait que ce niveau de support, cette résistance sur l'euro-dollar, cette résistance en rouge, hein, elle correspond à ce support. Voilà. Donc, pour moi, avant la Fed, ce support se paye. Ce support se paye pour une prise de bénéfice. Honnêtement, n'allons pas viser les 1,20. Avant la Fed, c'est peu probable qu'on ait un momentum jusqu'à 1,20. Maintenant, vous voyez, on va prendre le graphique hebdomadaire. On va regarder la semaine dernière ce que le cours a fait. Déjà, là, on a un petit niveau. Rien que ce niveau-là, il va nous donner un niveau de prise de bénéfice. Pourquoi? Parce que c'est le plus haut hebdomadaire de cette hausse. De cette récente hausse, pardon. Donc, voilà. Un achat à 1,1848. On va se mettre en 4 heures. Achat à 1,1848 pour viser les 1,1930. Donc, 90 pips environ de potentiel haussier. Et c'est la même chose, à ce niveau de résistance, le prix, l'euro-dollar se vend. Voilà, donc c'est ça un petit peu la stratégie, je pense, avant la Fed. Pour moi, c'est voilà. Je pense que le cours va s'orienter comme cela. Alors je regarde un petit peu vos questions. Alors bonjour à tous, à ceux qui viennent de nous rejoindre. En weekly, oui Phil, en weekly c'est en hebdomadaire, la moyenne mobile à 250 jours est particulièrement également utilisée par les institutionnels et vous verrez que on a des assez bons signaux sur les moyennes mobiles à 250 semaines. Pouvez-vous remontrer comment faire un remplissage de la part de Loïc? Alors bien évidemment Loïc, alors je vais les enlever, ces remplissages. Tac. Voilà, alors pour faire remplissage, vous cliquez sur cette petite molette. Vous voyez ici sur le prix, molette, propriété prix. Et là vous avez ajouté un remplissage. Vous cliquez. En théorie, ça le fait de façon assez logique. Maintenant, vous pouvez très bien modifier la couleur, modifier les paramètres, vous voyez, modifier ce que vous voulez. Et là, j'en ajoute un deuxième, et voilà, ProRealTime détecte automatiquement que ce remplissage est intéressant. Donc voilà, ça le fait. Donc on a beaucoup de verts et rouges sur mes graphiques, comme vous pouvez constater, j'aime bien ces deux couleurs. Maintenant, pour ceux qui sont un petit peu perdus, excusez-moi. On peut changer les couleurs, on peut très bien mettre bleu, voilà, peu importe.
c'est possible. Bref, donc l'euro-dollar, c'est fait. On passe sur le GBP-USD. Le GBP-USD, bon, on a un décrochage hier. On a eu un optimisme. L'optimisme qui c'était un aboutissement des négociations au niveau de la frontière irlandaise. En fin de compte, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Donc le GBP-USD, je pense qu'on peut l'oublier. Très perdu. Honnêtement, perdu. Voilà. Euh, Trop d'optimisme. Ceux qui ont visé les 1,1350, eh bien tant mieux. Je sais qu'on avait une auditrice parmi nous qui disait 1,1350. Eh bien écoutez, j'avais dit 1,36, tant pis. Ceux qui ont visé 1,3550 comme cette personne-là, cette auditrice, je me souviens plus de son prénom, eh bien félicitations à vous, vous avez eu honnêtement le maximum qu'on aurait pu atteindre. Plus haut, 1,3549,3 et ici 1,3549,8, donc voilà, 1,3550, c'était atteint. C'était atteint, donc voilà, félicitations, j'ai peut-être été trop optimiste. Mais bon, GBP-USD, voilà, décrochage, je pense que face à la livre, on peut oublier. Maintenant, face à des devises faibles comme le CHF ou l'AUD, ça peut encore se justifier cet achat GBP. Est-ce que c'est le moment de vendre le GBP? On est sous résistance, donc globalement, la vente peut se justifier. C'est-à-dire qu'on est 1,1350, ça reste quand même des plus hauts annuels et des plus hauts de 2 ans. Des plus hauts depuis le vote en faveur du Brexit, vous voyez que on n'a pas eu de nombreux tests de cette résistance, donc c'est également un seuil psychologique, les 1,35. Donc on va les mettre ici. 1,35. Donc 1,35 sub-psycho, honnêtement, ça se short. Ça peut se shorter. Maintenant, on est quand même relativement proche de cette trendline haussière qui n'a pas été dépassée depuis le mois de mars, comme vous le savez. Donc, en termes de ratio risque-rendement, qu'est-ce qu'on a de bien maintenant? Alors, là, on viendrait mettre un stop de 168 pips pour viser 130, 168. Voilà, ratio risque-rendement de 1. À vous de voir. Vous pouvez très bien vendre actuellement, mettre un stop au-dessus des 1,35, viser le bas du canal haussier. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Le NZD-USD. Alors le NZD-USD, toujours avec une divergence haussière qui n'est pas encore validée. On a une sortie du canal de momentum. On n'a toujours pas clôturé la moyenne mobile à 50 jours, ce qui indique que le cours est toujours dans une tendance baissière, qu'on n'est pas dans une correction. Donc voilà. Néanmoins, on est sur un niveau de prix de support particulièrement important. Regardez sur un graphique mensuel par exemple. Sur un graphique mensuel, ce niveau de support, vous voyez que c'est également celui-ci. C'est également celui-ci, et c'était auparavant une résistance. Donc, c'est plutôt une zone de résistance qui est comprise entre 0,68 et 0,6850. Voilà, donc cette zone de 50 pips, c'est une zone qui se paye, j'ai envie de dire, ou en tout cas, tant qu'elle n'est pas cassée sur une des temps hebdomadaires, eh bien, on est toujours, enfin, il faut pas vendre le NZD. Là, on est sur un support important, donc faut pas vendre le cours sur un support important. Si le graphique hebdomadaire, si on a un chandelier hebdomadaire qui casse les 0,68, qui clôture en dessous de 0,68, dans ce cas-là, ça sera un signal baissier et on pourra mettre en place des stratégies vendeuses jusqu'à 0,65, mais on aura des objectifs intermédiaires. Maintenant, tant qu'on n'a pas la cassure, on est sur support, c'est-à-dire qu'on a plus de probabilité de rebond. Maintenant, le rebond jusqu'à où? La moyenne mobile à 50 jours. Moyenne mobile à 50 jours, pourquoi pas les 0,70, mais honnêtement, pas beaucoup plus haut, parce que d'un point de vue fondamental, il n'y a pas grand-chose qui justifie une hausse du NZD pour le moment. C'est pas le timing. Par contre, le CAD peut être intéressant. Vous voyez que le CAD, on a une super performance depuis le début du mois. Alors pour différentes raisons, on a eu des mauvaises statistiques américaines à ce moment-là, et en plus de cela, enfin des mauvaises statistiques, non, c'était pas des statistiques, c'était Michael Flynn, le fameux rebondissement dans les ingérences russes qui est revenu pardon vendredi. Qu'est-ce que nous avions d'autre?
nous avons des très bonnes statistiques canadiennes. Nous avons eu l'extension du gel de l'OPEP qui a soutenu le pétrole et donc le dollar canadien. Donc voilà, on a eu pas mal de catalyseurs qui a justifié cette baisse. D'un point de vue technique, on avait notre objectif aussi jusqu'à la moyenne mobile à 50 jours, 200 jours, pardon, qui a été parfaitement atteinte. Et donc on n'avait plus de stratégie acheteuse normalement. Donc là, on a une super performance du CAD qui pourrait revenir à 1,25. Étant donné que dorénavant, elle a été cassée. Hier, c'était pas cassé cette moyenne mobile 50 jours, donc j'ai envie de dire, on avait toujours ce potentiel de hausse, de retour jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours en noir. Mais étant donné qu'elle a été cassée, là, on a un signal technique baissier, une reprise de la tendance de fond qui est baissière. Là, vous voyez que c'était baissier, correction. Pourquoi une correction et pas une tendance haussière? Parce que on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. En fait, la moyenne mobile à 50 va donner les phases de momentum. Donc là, tendance baissière dans une tendance baissière, et là, tendance haussière dans une tendance baissière, c'est en fait une correction. Donc là, concrètement, on a cette cassure, ça donne un signal baissier, et je pense qu'on peut vendre l'USD CAD jusqu'à 1,25. Voilà, c'est possible. Alors même alors CAD USD, alors USD CAD, est-ce qu'on n'a pas une meilleure opportunité? CAD CHF peut-être, CAD CHF, CAD CHF, qu'est-ce qu'on a d'autre? AUD CAD, AUD CAD. Alors regardons un petit peu, ça peut être des trades du jour ça. AUD CAD. Alors toujours stratégie baissière jusqu'à 0,90, donc on l'a déjà. CAD CHF. CAD CHF, donc là on avait raté le timing la semaine dernière, je me souviens. CAD CHF. Donc là, le 4 CHF, je pense qu'il est bien parti pour revenir chercher les 0,79, voire même 0,80. Voilà. Je pense qu'il va être atteint assez rapidement. Bon, bah l'USD 4, sinon. Alors, regardons un petit peu l'USD Yen pour savoir. Donc là, on a une baisse de l'USD, c'est-à-dire que l'USD sous-performe. Le DXY est sous résistance. Allons sur l'USD CAD. Allons shorter l'USD CAD. Vous savez quoi? Pour ceux qui sont déjà sur le 4 CHF et l'AUD CAD, pas forcément besoin de s'exposer encore plus sur le CAD. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas sur le CAD, qui sont ni sur le CAD Yen, ni sur le 4 CHF, ni sur l'AUD CAD, bien pourquoi pas vendre l'USD CAD. On a un signal technique baissier, c'est possible. Le DXY est sous résistance, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, écoutez, pour viser les 1,25. Ça serait déjà très bien de trouver les 1,25. Voilà, maintenant, pour ceux qui sont déjà sur l'AUD CAD, honnêtement, l'analyse technique reste la même. C'est une analyse baissière pour l'AUD. Et pour 4 CHF, c'est toujours aussi. L'USD CHF, je n'ai rien à dire. Vous voyez que même bien que le dollar soit sous résistance et qu'il sous-performe ce matin face à quasiment toutes les devises, face au yen. Ah non, le yen, pardon, progresse ce matin, USD yen. Mais sinon, regardez, USD 4 baissier, NZD USD haussier. C'est-à-dire que le NZD sous-performe, le GBP sous-performe, le dollar sous-performe. Bon, en fin de compte, le dollar, il est plutôt stable. Tac. Donc, alors, oui, donc l'USD s'achève pas grand chose à dire. L'AUD par contre, suite à à ce compte rendu de la RBA, j'ai écrit un article par ailleurs hier sur l'AUD. Tant qu'on n'a pas cassé la moyenne mobile à 50 jours, pour moi, on reste dans une tendance baissière. C'est-à-dire que je vais chercher des opportunités vendeuses. Les opportunités vendeuses, où sont-elles? On a cette résistance ou la moyenne mobile. Donc pour moi, un short à 0,7650 est justifié. Maintenant, en termes de timing, on peut peut-être attendre que le cours vienne tester cette moyenne mobile à 50 jours. Mais c'est possible que le cours ne vienne pas tester. À l'image de ce qu'il y avait ici, par exemple. Vous voyez qu'ici, ça n'a pas été testé. Ici non plus. Et pourtant, on a eu le rebond. Donc, voilà. Le timing parfait serait un test de la moyenne mobile à 50 jours. Mais étant donné que
enfin, tout va dépendre de votre profil. Si vous êtes plutôt agressif, pourquoi pas vendre maintenant. Si vous êtes plutôt défensif et que vous attendez vraiment un signal fort et précis, c'est la moyenne mobile à 50 jours devant nous qui va être intéressante. Pour vous dire qu'il y a de niveau. Tout d'abord, l'oblique haussière qui vient chercher tous les points bas depuis le début de l'année de 2016. Vous voyez, depuis le bas de cette tendance, on a cette oblique haussière. Cette oblique haussière qui est aux alentours des 0,76, 60 environ. Si on a une cassure de cette oblique, ça sera direction 0,75 puis 0,7450. Cassure, bien évidemment, hebdomadaire, parce que sur cette oblique de long terme, une unité de temps journalière ne suffit pas pour valider la cassure. On a une divergence haussière, oui, mais elle n'est pas totalement encore validée. Elle est sur le point d'être validée, mais elle ne l'est pas encore. Et plus que la validation avec la cassure 50, personnellement, j'attendrai la cassure de 50 pour mettre en place des stratégies acheteuses. C'est-à-dire que si la divergence haussière est validée en cassant 50 et que la moyenne mobile à 50 jours est cassée et dépassée, dans ce cas-là, il faudra annuler les stratégies vendeuses AUD-USD et on pourra acheter l'AUD-USD direction aux alentours des 0,80. Voilà, pourquoi pas. Il faudra utiliser Fibonacci, etc., etc. D'ailleurs, qu'est-ce que nous dit Fibonacci? Bon, 38,2 il est quand même assez loin, 50, 61, donc là on aura des objectifs haussiers en cas de dépassement de la mobile à 50 jours. Voilà, donc moi, en résumé pour cette AUD-USD, je reste baissier. On a une opportunité devant nous avec cette résistance. À vous de voir comment vous positionnez, à vous de voir également, il faut que ça coïncide avec votre analyse. Hein. Si vous êtes haussier sur l'AUD-USD, faites confiance à votre analyse. Maintenant, haussier jusqu'à où? Moi, si je devais acheter l'AUD-USD actuellement, bon, déjà je l'achèterais pas, mais je viserais la moyenne mobile à 50 puis 200 jours à court terme. Voilà. Et si on a une cassure de ces deux moyennes mobiles, dans ce cas-là, ça sera la porte ouverte pour les 0,119, 0,80. Flynn, nous dit Phil, excusez-moi, Phil, j'ai du mal avec le prénom, avec le nom, pardon, de celui-ci. Donc voilà pour la USD. Alors, si vous avez des questions, des actifs sur lesquels vous voulez que je jette un coup d'œil, n'hésitez pas. En attendant, je vais faire un petit peu l'or. L'or, la stratégie, c'est toujours stratégie de range trading, bien que le timing arrive quand même assez à être assez à terme hein, au niveau de la réforme fiscale, parce que cette stratégie de range trading sera, je pense, comment dire, à annuler après le passage de la réforme fiscale. Donc on est dans l'attente de la ratification finale. Ça veut dire que le cours de l'or s'achète à la même de 200 jours à l'image de ce qu'on a depuis le début du mois d'octobre. Et le cours se vend aux alentours des 1300. Je dirais plutôt 1295 pour être sûr que l'objectif soit validé. Soit atteint, pardon. Donc pourquoi pas acheter l'or à la moyenne mobile à 200 jours tant que la réforme fiscale n'est pas validée. Si elle est validée, ça devrait avoir un impact baissier. Et pour ce qui est du pétrole, moi le pétrole, écoutez, là je pense qu'il est sur un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. On a des fondamentaux qui sont quand même particulièrement positifs pour les cours de pétrole. Alors peut-être qu'on est sur un mauvais timing. Moi je choisis de me prononcer à l'achat depuis ce niveau de support à 57,32 à court terme, bien évidemment. À court terme pour viser les récents sommets à 58, 50, voire 59. Maintenant l'idéal, je ne vous le cache pas, ça sera un retour à la moyenne mobile à 50 jours, comme ce qu'il y avait eu ici. Vous voyez, moyenne mobile à 50 jours, moyenne mobile à 50 jours, également ici. Ici 50 jours hors de vente. Bon, on a quelques excès parfois, forcément, hein, c'est pas parfait, mais voilà, si on a un retour à moyenne mobile à 50 jours qui correspond également à 55 $, ça serait intéressant. Pour ceux qui veulent un peu plus de précision sur ce WTI, cette analyse WTI, je vous invite à lire mon article que j'ai rédigé hier. C'est une analyse assez technique. Alors on a un point fondamental qui justifie mon analyse technique, mais voilà, j'ai essayé d'être le plus clair, précis et de donner le plus d'informations et ma conviction dans cet article. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vraiment avoir du contenu un peu plus que ce que je viens de vous dire, parce que je vais pas me répéter non plus ce que je dis dans tous mes articles, dans mes webinaires, mais concrètement à court terme 57,32 $, pourquoi pas.
à moyen terme, en tout cas 55. Pour moi, 55, forte conviction haussière. 55, forte conviction haussière. En plus de cela, alors, laissez-moi regarder un petit truc. Bon, 38,2, on est quand même assez loin. Voyons voir le 23,6 où il est. Je pense que le 23,6, il peut coïncider avec les 55 $. Si c'est le cas, vous voyez, pile poil. 23,6, 55 $. Donc, voilà. Pour moi, 55, vraiment à moyen terme, c'est intéressant de passer à l'achat. Bon, faut pas l'acheter les yeux fermés, mais si demain le pétrole est à 55 $, honnêtement, je regarderai les signaux techniques, je ferai très attention pour passer à l'achat. Attention, cependant, à cette oblique haussière. C'est pour ça que je passe haussier depuis ce support à court terme. Ce support à court terme, pourquoi? Parce que le cours est sur ce support et le RSI sur l'oblique. Et pour le moment, on a un test. Ça peut être inquiétant de voir ce RSI dépasser, mais c'est un test en intraday. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore clôturé ce RSI en dessous de cette oblique. Donc tant qu'il n'a pas clôturé, pour moi, il n'y a pas de breakout. Donc RSI sur support, prix sur support. Voilà, à court terme, j'ai envie d'y croire. Maintenant, pour viser quel objectif, comme je vous l'ai dit, baril à 58, 58,50, 59 au maximum. Voilà, pas des nouveaux records depuis ce support. Je pense qu'on a eu assez quand même de momentum ces dernières semaines sur le pétrole, justifié par différents catalyseurs, dont l'OPEP, majoritairement l'OPEP. Voilà, maintenant ça a été quand même assez pricé. En plus de cela, regardez, on a cette divergence baissière que je viens de constater. Des plus hauts, des plus hauts de plus en plus hauts, des plus hauts de plus en plus bas. Donc voilà, peut-être que un achat à court terme se justifie. En tout cas, si le cours revient à 55, là, je m'intéresserai fortement aux positions acheteuses. Voilà, écoutez, moi j'ai fini avec mes convictions, mes stratégies et cette analyse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur les différents réseaux sociaux, je reste disponible. Et bien évidemment, on se retrouve demain pour le prochain point de marché, pour mon prochain point de marché. Merci à vous pour votre attention encore une fois et excellente journée.